Nous allons discuter des dossiers réels, quoique anonymes, the good, the bad and the ugly, comme on dit en anglais. Cette présentation est présentée par, c'est une collaboration entre les chapitres de Saint-Laurent, Laval et Rive-Sud. Je vais maintenant vous présenter nos panélistes. France de Gaspé-Beaubien a passé près de 25 ans à la BDC avec divers rôles de leadership, dont vice-présidente pour l'Est de l'Ontario, le Sud du Québec, au siège social en tant que VP Marketing et des opérations au niveau national pour une dizaine d'années. En 2012, elle fonde FUSAC, un firme spécialisé dans les mandats d'achat et de vente de PME de 1 à 5 millions de taille de transaction généralement. Au fil des années, une spécialité dans le transport, transformation alimentaire, construction et distributeur s'est développée. Elle est aussi courtier immobilier avec NAI, Terramont Commercial. Pour le financement, elle a la désignation de courtier hypothécaire reconnue par l'AMF. France est coprésidente du club M&A de la Rive-Sud. Nous avons aussi Andy Sarov avec nous aujourd'hui. Avant de créer GALSA en 2001, la carrière professionnelle de Andy incluait la position directeur Québec et Maritime pour une division de Newcourt Financial, ainsi que les postes de développement des affaires et de crédit avec GE Capital et Crédit Ford du Canada. Au sein de GALSA, il chapeaute les mandats d'acquisition et de vente entreprise, coordonne les financements pour les clients grâce à un réseau important de prêteurs à travers l'Amérique du Nord. Et il travaille des mandats de conseil stratégique. GALSA travaille directement avec des entrepreneurs de compagnies privées avec des revenus entre 1 million et 100 millions généralement, distribution, fabrication, construction, transport et en service. Finalement, et seulement parce que je vais par ordre alphabétique, nous avons Marc Tremblay, qui est président de Gestion Périmètre, Inc. depuis mai 1990, dont 22 ans sous la bannière Groupe Proficom MT. Marc est courtier immobilier agréé et dirigeant de l'agence immobilière Gestion Périmètre Inc. Il est également coprésident du M&A Club de la Rive-Nord avec Pierre Laforêt. Marc travaille depuis 30 ans dans le financement d'entreprises tant qu'au niveau bancaire, hypothécaire que du programme Immigrants Investisseurs et dont les 10 dernières années se sont spécialisés dans la fusion-acquisition. Alors, on va commencer avec Marc. Marc, pouvez-vous nous parler de certains des dossiers sur lesquels vous avez travaillé, donc qui étaient touchés par le COVID? Oui, bonjour tout le monde. Dans un premier temps, on se ramène en janvier 2020. Tout allait bien. J'avais notamment 3 dossiers qui devaient se clore, dont un où j'avais une entreprise de poissons d'exportation et de poissons de fruits de mer avec lesquels j'avais positionné un acheteur. On avait les financements BDC, Banque nationale. On s'attendait à avoir notre lettre d'offre vers la fin du mois de mars. Quand est arrivé le fameux jeudi et vendredi 13 mars, les banquiers ont dit ça devrait continuer. Là. Je ne verrai pas pourquoi on devrait arrêter quoi que ce soit. Puis finalement, 2 jours après, le crédit a dit nous, on ne fait pas de nouveaux dossiers. On va se concentrer sur ce qui arrive. C'est la pagaille. Donc, on a mis ça de côté. L'acheteur a dit OK, je vais plus faire de la vente plutôt que. Puis je vais m'instruire sur la business. Dans son cas, ça a été bon parce qu'il s'est aperçu que ce n'était pas son domaine. Donc, on a reporté ce dossier-là à plus tard. Un autre dossier, c'est le dossier de Gatineau où j'avais fait la vente en 2018. J'avais un closing de prévu pour le 31 mars.
la banque a dit, ben, on ne fait plus de closing. Donc, ce dossier-là a été reporté une première fois en septembre. Et ensuite de ça, ben, on est toujours dans le report parce qu'entre-temps, ce que la COVID a fait, c'est qu'il fallait attendre des nouveaux états financiers et avoir les fameuses prévisions COVID, qu'est-ce que ça implique et tout et tout. Donc, on s'attend à faire un closing pour mars 2021. Un troisième dossier, c'est une entreprise qui est un manufacturier d'équipements spécialisés. Alors, on avait un acheteur qui était en Suisse qui devait nous envoyer par courriel sa lettre d'offre le 13. Finalement, il a dit, ben moi, j'enverrai pas de lettre d'offre parce que j'ai la COVID avec toute ma famille. Donc, il a passé un mois de plus en Suisse. Puis quand il est revenu, ben là, il dit j'ai trop de choses à m'occuper, on oublie ça. Donc, l'entreprise a perdu ses employés. Puis là, bien, ils sont en reconstruction avec une date ultérieure pour une remise sur le marché. Un an après, poisson exportation de fruits de mer et je l'ai remis sur le marché. J'ai des acheteurs. Tantôt, j'ai discuté avec un nouvel acheteur là, qui a des questions à poser. Donc, ça bouge. Gatineau devrait se faire avec les nouveaux états financiers du 31 décembre. Donc, 2 sur 3, on est heureux. Des industries variées, Marc, toutes affectées par le COVID. Malgré l'industrie d'alimentation, il y a eu des grosses augmentations dans les ventes de plusieurs compagnies. Parce que tout le monde cuisine à la maison. OK. Andy, à ton tour, parlons-nous de votre expérience dans la période de COVID et l'effet sur le marché M&A. Merci, Cynthia. Donc, nous, je vais vous parler d'abord entre janvier 2019 et janvier 2020. Donc, on avait travaillé très fort pendant cette période, puis on avait beaucoup d'actions. On prévoyait vraiment la meilleure année depuis 20 ans d'Agatha dans nos 20 ans. On avait 15 dossiers en marche tout en même temps. Donc, très heureux. Puis, au mois de février 2020, on a des délais importants dans 4 des 15 dossiers. Fait qu'il y en avait 2 qui étaient des financements avec prêteurs alternatifs. Alors, tous ces prêteurs-là ont mis les deals sur le hold. Alors, s'il n'y avait pas d'intention signée, ils ont tout arrêté. Puis, j'ai trouvé ça intéressant. Et puisque je vais vous parler des spécifiques plus tard. Alors, là, je vais vous parler en général. On avait 2 dossiers en M&A qui ont été arrêtés. Une à cause de l'industrie. C'est une industrie qui était très reliée à la COVID. Donc, c'était vraiment, je pensais qu'elle était morte, là, mais par la suite, elle est revenue. Je vous en parlais tout à l'heure. Puis, l'autre, on était en plein LOI. On venait juste de le signer. Puis, on a eu des délais importants parce que pendant la COVID, on ne pouvait pas faire d'évaluation des équipements. On ne pouvait pas rentrer les gens pour les phases 1, phase 2. Les CPA étaient très pris, étaient tous en retard. Donc, l'information financière n'était pas facile à aller chercher. Donc, nous, ce qu'on avait fait à ce moment-là, on a décidé de faire un pivot. Et j'imagine que plusieurs parmi vous ont vu ce que le gouvernement québécois a fait avec la PACME. Alors, nous, on a développé un nouveau produit stratégique pour la PACME. Et on était super heureux. On a commencé à faire des dossiers stratégiques. C'était supposé d'aller jusqu'au mois de septembre 2020. Puis malheureusement, en mai, il n'y avait plus de fonds. Fait qu'il y avait 100 millions dans l'enveloppe, était fini. Fait qu'on a réussi à en faire un. Mais honnêtement, moi, je pensais à ce moment-là que j'étais pour redevenir consultant puis que tous les deals arrêteraient, mais c'était pas la situation. Le PACME a arrêté, puis tranquillement, nos dossiers ont recommencé. Puis comme Pierre disait avec les banquiers, il y avait une période où c'était mort, non, on ne fait rien. Puis là, tranquillement, ça commençait à revenir. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler des dossiers closés. Là. Fait qu'on en a closé plusieurs entre
entre le 1er mai et le 1er décembre. Et aujourd'hui, on compte 10 dossiers actifs. Donc, on est en train de faire un petit peu de promotion pour aller chercher un autre 4-5 dossiers pour arriver au maximum. Mais ça, c'est quelque chose on dirait que ça repart. Puis je dirais aussi que l'autre gros changement que j'ai vécu, c'est que les acheteurs sont toujours aussi agressifs qu'ils étaient avant. Alors, présentement, sur 10 dossiers que nous avons d'actifs, on a 5 buy-side. Donc, un autre gros changement que j'ai trouvé, c'est que les gens qui veulent acheter, on a développé un programme pour eux autres. Puis, on trouve que ça fonctionne très bien, surtout des stratégiques qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est à peu près ça mon expérience pendant la COVID. Et puis, je vous parlerai par la suite de vrais exemples. Merci. Andy, vous avez parlé de les banques au début de votre présentation qui ont fermé vraiment, ils ont arrêté de regarder les nouveaux dossiers au début du COVID parce qu'on ne savait pas c'était quoi, qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que tu vois que ça a changé depuis ce temps-là avec les banques et les financements alternatifs? Oui, et puis c'est une chose que je vais parler dans la 3e section. Okay. Mais rapidement, je dirais que c'est comme tout le monde a perçu. Il y avait une période d'à peu près 2-3 mois où tout le monde se concentrait vraiment sur le client. Donc, j'avais des discussions avec des banquiers, puis ils me disaient carrément, non, en ce moment, on est en train de régler nos problèmes. Puis moi aussi, j'avais peur dans le temps pour ça. Donc, moi, j'ai appelé mon banquier. La BDC m'a fait un prêt, mon banquier m'a fait un prêt. Donc, moi aussi, j'étais pris à me protéger pour ma compagnie aussi. Donc, c'est intéressant que tout le monde était un petit peu self-focused en ce moment, auto-focusé. Alors, ouais, c'est à peu près ça. Maintenant, en France, qu'est-ce que COVID a changé? Parlons-nous du déroulement des dossiers avant versus après, avec un exemple réel, anonyme mais réel. Oui, merci Cynthia. Si je regarde du côté demande, nous autres, ce qu'on a vu, parce qu'on log les demandes qu'on analyse, il y a eu une croissance de 50% du nombre de dossiers dans les derniers 6 mois, là, de mars à septembre. Malheureusement, beaucoup de la croissance, c'est des cas désespérés. Alors, le fondamental de l'entreprise tenait plus. Que ça soit des gens dans l'événementiel, en consultation, des pertes de clients, des shutdowns. Je ne parle même pas de restaurants et d'hôtels parce que ça prend 30 secondes à dire non merci, c'est pas vendable. Là. Mais des cas où il faut vraiment regarder et dire est-ce que ça se tient. La beauté pour nous, c'est que ça devenait évident à dire on reporte. Dans ce qui était normal, les dossiers de qualité, le volume était relativement stable. On a le même nombre de dossiers cette année que l'an passé, qui est une année record pour nous. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant, on regardait un dossier et puis pendant qu'on l'analysait, le client, des fois, se trouvait un acheteur lui-même. Avant même de signer le mandat, ça partait. Est-ce qu'il nous utilisait comme sounding board pour évaluer ou si le marché était vraiment friand, que les acheteurs y en pleuvaient? C'est un mix de tout ça. Nous autres, ça n'a pas changé notre volume de ce côté-là. J'écoute ce qu'Andy a dit. La demande au niveau des mandats d'achat, on a une belle croissance dans ça aussi. Beaucoup plus de gens qui sont prêts à investir pour dire là, je veux acheter, je suis sérieux. Par contre, du côté client, on a toujours la dichotomie entre ce que la compagnie vaut, ce qu'on est capable de vendre, et ce que l'entrepreneur est prêt à la laisser partir. Parce que là, il y en a qui se disent je suis riche avec la COVID, mon compte de banque est plein, ils ont eu des subventions alors que il n'y avait pas une nécessité de survie de l'entreprise, des fonds de roulement qui se sont placés de façon phénoménale. Ça, c'est des cas heureux. Mais là, l'entrepreneur, il dit, regarde ma rentabilité, c'est belle. Mais non, il faut enlever l'effet positif de COVID, tout comme une entreprise qui va reprendre. On enlève l'effet négatif. Donc, la normalisation des clients ne sont pas toujours prêts à être raisonnables sur ça. Donc, avant, ils partaient d'eux-mêmes parce qu'ils réussissaient à le vendre. Aujourd'hui, les attentes sont déraisonnables, mais pas pour les mêmes raisons. D'un côté, des délais, on écoute parce que c'était à différents niveaux. Le client, plus difficile à obtenir l'information, les états financiers est en gestion de la panique à l'interne. Donc, ça, c'est un problème. Trouver l'acheteur, c'était plus facile pendant la COVID. Pourquoi? On a tellement trouvé de monde à la maison ou qui faisait rien, des acheteurs
autant il y en avait, puis j'ai vu quelqu'un de chez Blin qui marquait il manque de beaux dossiers. En effet, des acheteurs, il y en a tout autant maintenant. Puis je dirais, j'ai rejoint un grand entrepreneur de Toronto. Ah, il dit, je suis chez nous en COVID. Oui, j'ai le temps de regarder ça. C'est quelqu'un qui n'était pas accessible avant. Ce qui a ralenti beaucoup, on parlait de la diligence. Les comptables, très difficiles, ils ont été inondés de demandes de subventions, de règles qui changeaient. Alors, c'était complètement difficile d'avoir les heures requises. Les avocats, là, je travaille à distance, c'est pas évident. Les banques, les processus, ça s'est enfargé, mais on a des exemples d'horreur entre le crédit, je suis dans le line-up, j'ai pas le line-up, ça a testé les modèles. Puis tout récemment, pendant la période de Noël, là, on a eu un phénomène assez inhabituel, des avocats, des notaires qui nous disaient « On est en vacances, on ferme, on n'en peut plus, là, le dossier reprendra en janvier. On arrête tout ça. Même pas négociable, sinon je suis en burn-out. » J'ai jamais vu ça. Là, normalement, les professionnels vont sauter pour le faire. Puis c'était des gens connus, reconnus dans le marché, mais l'élastique était au maximum. Si je regarde d'un côté dossier réel, on en a eu un comme ça où on parle que toutes les banques ont arrêté. On devait closer. On était en pleine diligence et financement final là, dans le dernier mois, au mois de mars. Heureusement, c'est un transporteur dans l'alimentaire. Fait qu'on avait 2 wins dans ça. Et la demande est devenue en folie. Ça allait vraiment bien. Alors là, on avait un acheteur qui capotait parce que le prix avait été établi, il ne voulait pas que ça change. Puis j'avais un vendeur qui psychologiquement se disait, ben moi, je suis plus sûre. Fait que les deux voulaient vraiment le deal. Là où on a eu de la misère, c'est qu'on est parti dans le processus, on avait à peu près 5 banques prêtes à le financer, puis tout le monde disait pas maintenant, pas maintenant. Et puis un merci à la CIBC qui a roulé pendant le COVID puis le shutdown. Hands down, ils ont eu le client parce que les autres, les portes n'étaient pas fermées puis ils l'ont attrapé. Très beau client. Il était avec. Et puis, donc, il y a eu des exceptions dans le tas. Je pense que ça dépendait autant des directeurs de compte, ceux qui avaient des portefeuilles peut-être plus légers. C'était pas stable. Fait que ça, c'était de façon macro. On parlera plus d'exemples tantôt. C'est intéressant, France, que les professionnels n'avaient pas de temps de faire le travail ou pas de ressources peut-être. Est-ce que tu vois qu'une industrie plus que l'autre, où la consolidation fait que le M&A est plus fréquent? La consolidation dans les industries, je pense que toutes les industries ont les mêmes pressions. Le coût de la technologie coûte plus cher, le coût de la conformité coûte plus cher, il y a des coûts d'efficacité, il y a des entrepreneurs qui vieillissent. Le fondamental stratégique est là pour dire oui, on devrait consolider. La COVID a été l'élément déclencheur où on avait des clients qui disaient, ben si je vais vendre ma compagnie en 3 et 5 fois le BAYA, ben je vais continuer à la gérer encore 1 an ou 2, je vais mettre ça de côté, puis ça va m'en faire plus pour ma retraite. Il n'y avait pas d'urgence. C'est pas comme si c'était un bail, puis il faut que tu déménages. Il n'y avait pas d'urgence à vendre. La COVID a ramené le pendule à l'heure pour certaines personnes à dire, sais-tu quoi, j'ai d'autres choses à faire que vivre ça. Déjà, gérer le monde, c'était compliqué. Là, j'en peux plus de celle-là. Alors, ça a été l'élément déclencheur dans des belles compagnies de dire, sais-tu quoi, ouais, OK, on va partir sérieusement. Par en avant. Merci, France. Andy, succès, échec? Bon, merci. Donc, c'était très intéressant. Comme j'ai dit, je vous ai donné un petit peu le topo avant. Alors, les transactions, les succès qu'on a eus. Comme France, on avait un qui était relié à l'alimentaire. Donc, eux autres, c'est un fabricant de produits qui vendait à des IGA, Métro, Provigo, très en croissance. Donc, lui, il a closé le 1er juin et on n'a eu aucun problème avec celui-là. En direct pendant la COVID, ça n'a vraiment pas pris longtemps. On avait un bon acheteur. L'acheteur et le vendeur sont très heureux. Je leur ai parlé récemment. La compagnie va super bien. Mais l'important, c'est un cash deal. Puis, j'ai vu, pas de banque, pas de rien. Il a payé cash. Puis il va le refinancer plus tard parce qu'il y avait le montant. Fait que le délai COVID, pour nous autres, c'était 0 mois dans celui-là. C'était vraiment parfait. Ensuite de ça, on avait un financement bridge loan, un financement sur actif qu'on avait commencé bien avant le COVID.
Et puis, on était à veille d'avoir un term sheet en janvier. Et puis là, tout à coup, au mois de février, le prêteur, il m'arrive et dit, regarde, avec la COVID, on arrête ça. Parce qu'eux autres, ils s'en vont chercher des fonds privés de personnes fortunées. Fait que tous ces gens-là, ils avaient peur. Donc, beaucoup de nos prêteurs privés, ils ont ralenti. Et ce qui est drôle, fait que là, je l'ai mis sur la glace avec ce prêteur-là. Puis lui, il nous avait dit de le rappeler le 1er juillet. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a parlé à un autre prêteur qui était un peu plus agressif. Puis, eux autres, ils voyaient la COVID comme une opportunité. Puis, on a fini par le closer avec le deuxième prêteur le 1er août. Puis ça, les prêts privés, souvent, c'est cher. C'est 1 % par mois. Mais lui, il l'a fait à du 0,75 % par mois. Fait que les prêteurs privés ont tellement d'argent en ce moment qu'ils commencent à descendre les taux. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, lui, le délai, je dis à peu près 4 mois, on a vécu à cause de celui-là. Ensuite, on avait fait une transaction d'achat. On représentait l'achat en construction, en transport. Et on a closé un deal le 1er octobre. Les négociations ont été entre février et septembre. C'est un service essentiel, évidemment. Alors, la baisse de revenus était légère. Puis, dans les négociations, c'était très intéressant parce que l'offre, le LOI original qu'on avait fait, on avait une balance de vente d'à peu près 20 %. Puis, on demandait juste que le vendeur garantisse 80 % du chiffre d'affaires pour les 2 prochaines années. Il ne voulait absolument pas. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un cash deal parce qu'on avait l'argent. Et on a réduit, on a éliminé la base de vente, puis on a réduit le prix. Donc, ça, on n'a vraiment pas eu beaucoup de délai, je dirais à peu près 1 mois. Et encore une fois, le client l'a refinancé par la suite, le dossier. Ensuite, on avait une assez grosse compagnie en aérospatiale qu'on avait signé le LOI en janvier. Et cette négociation-là, on l'a closée le 1er novembre enfin. C'était très long, très ardu. La compagnie avait des revenus très stables. Les profits étaient à la hausse, fait qu'il n'y avait pas de raison. Mais l'acheteur qui était commis sur le LOI, il a vraiment essayé de négocier fort pour sortir du deal. Puis moi puis l'avocat, on a dit non. On les a poussés au fin. Puis là, ils ont essayé de réduire le prix. On a dit non. On a tenu mordicus parce qu'on avait un autre acheteur qui était là on the sideline. Puis on était prêt à laisser le deal. Eux autres, ils voulaient vraiment le faire. Mais le délai COVID, pour moi, c'était 5-6 mois facile là-dessus. C'était supposé closer le 1er mai. On l'a fait en novembre. Et c'était très intéressant. On a eu beaucoup de délais de professionnels. Fait que la vérification de diligence était plus compliquée. Le 75 % a aidé beaucoup. Mais en principe, le délai nous a aidés parce que l'ajustement de fonds de roulement, on l'avait fait, puis on est allé chercher tous nos profits en fonds de roulement. Puis avec le 75 %, c'était très positif pour nos vendeurs. Dernier exemple, on a eu un mandat de distribution. On a closé le 1er décembre 2020. Commencé en septembre, subdivision d'un de nos clients, cash deal, très facile. Lui, on avait commencé en octobre, on a closé le 1er décembre parce que c'était un bon fit, ça a super bien été, donc jamais, pas de problème. Les échecs, on avait un mandat commencé en 2019, distribution avec fabrication légère, puis eux autres, ils dépendaient beaucoup du tourisme. Avec tout ça, c'était mort. Fait qu'on avait un LOI avec un très bon prix au mois de février. Tout ça, ça a chambardé. Puis j'ai su il y a 2 semaines qu'un des acheteurs, il a fait une offre à 75 % des revenus. Le client, il a pivoté plus du online. Donc, je pense qu'il va revenir, mais à peu près à 75 % de la valeur. Puis on devrait le closer d'ici à peu près 6 mois. Fait que là, il y a un gros délai, mais il n'est pas mort encore. Puis on avait aussi un financement en sub-dette, une compagnie qui était en grosse croissance, qui était supposée donner de 10 à 15 millions jusqu'à cette année. Ils ont fini à 20 millions cette année parce qu'ils sont dans une industrie foudroyante. Ça a super bien été. Et ils n'avaient plus besoin de financement. J'étais encore en contact avec les clients. Ils ont réussi à passer à travers leur situation. Ça a bien été. Puis la compagnie mère, qui est très forte, qui est en arrière de ça, va très bien aussi. Donc, il y a certaines industries qui ont vraiment été ont augmenté. Puis un dernier, un buy-side, un mandat qu'on avait commencé avant la COVID. Puis
c'était stratégique dans la même industrie et c'était un domaine qui était très affecté par la COVID. Et c'est une affaire de marketing. Je pense que France avait parlé d'événementiel. C'est un client qui était un fabricant dans des produits bons pour le marketing. Puis l'acheteur et le vendeur ont tous les deux pivoté en PPE. Donc, ça va revenir, le marketing, éventuellement, mais les deux ont fait un pivot. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, voici quelques expériences qu'on a vécues depuis 1 an. Je cède ma parole. Merci, Andy. J'ai une associée Blain qui participe et il a envoyé plusieurs commentaires dans le chat, mais il y en a une que je veux lire si vous n'êtes pas ouvert sur votre chat, qui disent « Les professionnels vivent aussi la détresse psychologique ou se rendent compte qu'il doit y avoir un équilibre de vie entre le travail et leur vie personnelle, comme moi, je travaille de ma maison aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que je peux adresser quelque chose là-dessus? Parce que moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. Et, je suis fatigué, puis je comprends la situation, puis c'est ça. Dans mon cas, je me sens responsable pour mes clients, donc je suis de même. Mais je comprends que ce n'est pas facile pour le monde, puis tout le monde est fatigué, puis je pense qu'il y a un très bon point là-dessus. Ouais. Mais on a toutes we all have our own personal issues. Some people are more affected than others, but we don't always think, we get impatient and we may not think of it. It's a very good point, Monsieur Blain. Ou Madame Blain, Monsieur associé. OK. Non, Monsieur Blain. Monsieur Blain. France, peut-être une histoire de guerre de vous, positif, négatif ou différent en 2020? Et comme Andy a dit, on a eu beaucoup de tout. Je pense que la date de fin mars a été un point tournant. On avait un dossier qui était autorisé. En finale, on attendait le rapport environnemental phase 3 qui disait que tout était beau, tout avait été décontaminé. Puis la firme environnementale a tardé à nous l'envoyer. On l'a reçu le 23 mars. Alors, on savait début mars que tout était clean. On était presque prêt à closer. L'entrepreneur acheteur, quand il a vu ça, a pris la poudre d'escampette, puis tout est tombé à l'eau. En finale, l'entrepreneur, il est sûr que ça se vend, puis tout tombe. C'est un manufacturier d'armoires de cuisine. On a repris à zéro. Ils ont passé à travers la COVID, puis on close cette semaine. L'ironie dans ça, c'est qu'au lieu d'être succursale A de la BDC, c'est succursale B de la BDC, parce que notre acheteur est un stratégique d'un autre territoire qui vient chercher. Délai COVID, un bon 9 mois dans ça, carrément dû à ça. On a un petit transporteur qui a perdu son volume, qui était relié au chantier de construction de Montréal. Ben, avec le shutdown, ça ne reprend pas à même vitesse. L'équipement ne bouge pas aussi vite. Plus difficile. Puis le vendeur a dit, sais-tu, moi, je veux mon prix. Alors, je suis prêt à attendre que ça revienne. Je ne suis pas endettée. Je suis capable de passer à travers. Puis l'acheteur, même chose, devait closer fin mars. L'acheteur n'avait pas les moyens. On n'a même pas attendu de parler à la banque. Les entrepreneurs entre eux se sont désistés. Du moins triste, comment on a géré la COVID. On avait un dossier dans l'agro où on avait tout pour être le cocktail Molotov de complexité. Des minoritaires, un fonds qui vendait, qui se retirait, qui fermait, complexité juridique là-dedans. L'environnement s'est mis dans le tas, plusieurs banques dans le financement, des délais. À un moment donné, je pense qu'on nous a même servi que le dossier avait été perdu au crédit. La totale. On a réussi à closer, mitiger les risques, il est arrivé, mais un bon délai de juste, si je regarde la COVID, de courir après le nombre d'intervenants, les rejoindre, les Teams, les Zooms, le monde pas habitué, le monde qui travaille fort, un bon 3 mois de délai. On n'a pas touché du tout au fond de la transaction, mais la forme puis le processus, c'était totalement différent de ce qu'on est habitué. On en a un gros, on a un qui a passé dans les journaux Charrette Service d'auto. Ça a été vendu pendant la COVID, ça a été comme du beurre dans le poêle. On avait des jardins dans le financement, tout le monde en Zoom, Teams, ça a switché super vite. Puis c'était quand même une bonne grandeur où il n'y a pas eu de problème. Le monde se parlait, puis on avançait.
Un plus gros dans l'alimentaire, je sais que tantôt tu as dit d'1 à 5 millions, mais c'est plus d'1 à 50 qu'on se tient. C'est là, popé de 50 millions solides. C'est une entreprise de 150 millions de revenus. On était dans le distress avec Raymond Chabot là-dedans, des banquiers américains, une saloperie des gars. Moi, je représentais des acheteurs. On avait 7 firmes d'avocats au closing, tellement qu'il y avait de parties prenantes. Je pense que c'est le bon fond, la bonne façon de dire. Et ben, il est arrivé. Ce qui était vraiment triste pour nous, c'est qu'il n'y a jamais eu de closing dinner, mais je pense que personne n'aurait voulu payer ça avec cette firme d'avocats. Mais c'était un closing virtuel où c'est une théorie, ouais. C'est la partie de fun d'habitude d'un deal. C'est le truc qu'on manque, là, il n'y a plus de closing dinner. Puis la partie vraiment plate, c'est que pour tout le travail, puis on avait McCarthy Tétro, Terrien Couture comme avocat avec nous autres là-dedans. Ça a été fait en ligne. Puis on recevait son email pour dire le closing devrait se faire à 10 heures. Non, le closing devrait se faire à 11 heures. Le closing devrait se faire à midi. Le closing. Puis ça reportait d'heure en heure. Puis à 4h30 un vendredi, on a reçu « Ah, c'est fait. Bon week-end. » Là, c'était comme tu travailles là pour ça, là? Fait que c'est pas le même hype de closing de ce niveau-là, mais on était bien content d'y arriver parce qu'on partait pas comme le cheval de bataille gagnant là-dedans. Là. So, happy deal dans cette complexité-là. Fait qu'on a vu de tout. On a vu des entrepreneurs qui ont vu leur rêve dégonfler. On en a vu qui ont dit, gars, on a vu d'autres récessions, d'autres crises, on passe à travers. Puis on en a que ça n'a pas vraiment paru, dépendant des industries, dépendant de la structure de l'entreprise, dépendant de l'acheteur. On ne pouvait pas prendre pour acquis quoi que ce soit. Je pense. Là, on parlait des prix d'achat. Maintenant, on va avoir un ajustement pour le buy-up qui va être un ajustement COVID parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui gagnent après les subventions salariales. Alors, on va voir beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Marc, vous avez un désastre à partager, mais aussi un grand succès? Tout à fait. Le désastre, je ne sais pas si le mot désastre est assez fort pour exprimer ce que j'ai vécu. C'est une entreprise que je travaillais depuis quand même 14 mois, puis le président avait été voir ses comptables. C'était une fin d'année au mois d'août. Les comptables avaient dit « Ouais, le prix que tu vas vendre, tu es quand même jeune, là, 60 ans, et au rythme de vie que tu as, pas sûr que tu vas en avoir assez. » Fait que quand il m'a parlé au mois de décembre, il m'a dit « Ah, je ne sais pas si je vais vendre encore. Là. » En tout cas, on va s'en reparler en janvier. Lui s'est noyé pendant des vacances en janvier. Donc, l'entreprise, qui est une entreprise, c'est un manufacturier de kiosques d'exposition, s'est ramassé sans revenu. Aujourd'hui, cette entreprise-là est passée d'un chiffre d'affaires de 8 millions à 0. Donc, les autres actionnaires, ils ont une shop vide, pas d'employés, puis pas de contrat. Fait que peut-être qu'ils vont vendre juste la bâtisse, puis ça va finir là. Alors, c'est une entreprise qui existait depuis 30 ans, puis un événement, la COVID, a complètement annihilé. Là, on ne parle pas de la mort du président, on parle vraiment de l'annihilation de tous les revenus dans cette entreprise-là. Par contre, les réussites, j'ai 2 dossiers que je travaillais depuis très longtemps. Un dossier depuis 7 ans. 7 ans, il faut quand même être patient. Mais c'est un dossier compliqué, c'est un dossier en Gaspésie, c'est une résidence de personnes âgées. Résidence de personnes âgées, un joyau, mais personne ne veut financer ça. Il y avait eu des agrandissements, les banques, la caisse, ouais, non, les montants ne fonctionnaient pas. Mais finalement, le temps a fait et la COVID a fait qu'on a réglé ce dossier. Donc, c'est un bel accomplissement. Puis, j'en ai un autre où c'était une négociation dans une fratrie. C'est un moulin à scie. Il y avait deux clans de frères. Puis, ça faisait 3 ans qu'on ne s'entendait pas sur le prix. Alors,
la COVID a fait en sorte que les gens ne se voyaient plus. Donc, il n'y avait plus de rencontres physiques dans une salle pour se négocier puis sortir les problèmes, je dirais, qui datent de longtemps, qui n'avaient rien à voir au deal, parce que c'était un deal d'émotion. Donc, le fait qu'on fasse ça à distance avec un intervenant, ben finalement, on est arrivé à closer, puis ça s'est fait là, à la fin novembre. Alors, c'est une belle réussite, parce que sans ça, ben, ça s'éternise, puis on n'y arrive pas. Les autres éléments qui ont été intéressants, c'est la signature de plusieurs 4 nouvelles entreprises qui, au cours de l'année 2020, ont décidé de mettre leur entreprise en vente. Donc, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé les valeurs, puis là, c'est des dossiers qu'on met sur le marché. Pour certains, il y en a déjà qui sont sur le marché, puis il y en a d'autres qu'on va finaliser compte tenu des fins d'année. Donc, somme toute, on est très, très contents. Puis ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas parce que l'environnement change qu'on n'a pas des opportunités. Très bien. Andy, votre impression sur le futur prochain d'M&A, court terme, moyen terme, long terme? Merci, Cynthia. Très intéressant. Je n'avais pas entendu France et Marc parler. On s'est parlé quelques fois avant, mais avec les impressions qu'ils ont, ça revient beaucoup à ce que je vois aussi. Donc, premièrement, les transactions dans les bons domaines, donc tout ce qui est sanitaire, alimentation, transport, services essentiels, ça va très bien. Puis, heureusement pour nous, c'est un petit peu dans notre core business. Fait que ça, ces gens-là, on les voit encore. Les prix se maintiennent pour les bonnes entreprises. Donc, ceux qui ont passé à travers la COVID, puis on en a quelques-uns, on en a un qui close le 1er avril. C'est une compagnie qui a augmenté son BAIA d'à peu près 20-25 de l'année dernière à cette année. Donc, on avait le mandat l'année dernière. Puis, on vient juste de refaire le prix, puis on a augmenté le prix de 20 %. Puis, on a déjà eu un LOI la semaine passée là-dessus. Puis l'autre chose aussi, ce qu'on fait avec les acheteurs, on check pour s'assurer qu'ils ont le cash. Puis, c'est nous qui leur disons combien de cash qu'ils ont besoin de faire au closing. Sinon, on ne poursuit même pas. Okay? Et donc, on sait ce que les banques demandent en ce moment. Et on vise vraiment là-dessus. Puis, j'ai mis une note « Cash is king » plus que jamais. Okay? Donc, nous, ce qu'on voit, on prévoit dans les 2 prochaines années, c'est que les bons acheteurs qui sont forts vont acheter les bons vendeurs. Et c'est un peu ce qu'on essaie de se positionner là-dessus. Puis, il y a un autre phénomène basé là-dessus, c'est de plus en plus, on est sollicité à faire un merger de 2 compagnies. Donc, on a 2 nouveaux projets qu'on travaille où on va travailler avec le vendeur et l'acheteur de concert avec leurs professionnels, puis on va monter le dossier ensemble. Puis ça aussi, c'est un gros changement que je n'ai pas vu beaucoup. Puis souvent, les gens ils vont se dire, ben, moi, je suis dans tel domaine, puis toi, tu es dans tel domaine. On devrait se mettre ensemble, puis on a besoin d'Andy qui nous fasse ça. Parfait. Moi, ça fait mon affaire, je n'ai pas besoin de chercher. Fait que j'ai quelques dossiers comme ça qui commencent, puis j'ai rarement vu autant d'actions à ce niveau-là. Alors aussi, ceux qui avaient des problèmes de fonds de roulement avant la COVID, c'est encore plus accentué. Alors, ceux qui ont eu les 75 % de subvention, parfait, ça va aider à court terme, mais à mon avis, cette année, il va y avoir des gens qui vont commencer à souffrir et puis vont changer l'idée. Puis encore une fois, on parlait des professionnels. J'ai un dossier à Toronto, fin d'année fiscale le 30 novembre. Quand j'ai commencé le dossier, il n'avait pas encore fini novembre 2019. Okay? Il vient juste de le finir juste avant le novembre 2020. Là, on travaille sur novembre 2020. Ça va prendre plusieurs mois encore. Puis, on a rentré un évaluateur agréé parce que c'est une compagnie qui est assez a grossi beaucoup dans le télécom. Puis, l'évaluateur ne peut pas travailler avant qu'il y ait les bilans. Fait que, il y a des délais très importants. Puis, je blâme personne, c'est juste la réalité.
qu'est-ce qui se passe. Donc, tout ce qui est quality of earnings, évaluation d'entreprise, évaluation d'équipements d'immobilier, tout ça, là, c'est backlog, fait qu'il faut vraiment dealer avec ça. Dans les financements traditionnels, ça reprend, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le crédit est beaucoup plus loin à obtenir. Il y a beaucoup plus de questions. Ils ont des niveaux supplémentaires de crédit qui sont là. Donc, c'est ça. C'est ça à peu près qu'on voit. Mais les 2 prochaines années, à notre avis, ça devrait être assez achalandé. Merci. France, qu'est-ce que vous envisagez pour 2021? Merci Cynthia. Ben, ce qu'on voit, même chose, le niveau de demande est très fort. La qualité, on est assis sur des beaux clients, beaucoup avec les références. Comme je disais, il y a des entrepreneurs qui décident de vendre. Maintenant, il y en a qui sont aussi sur la ceinture, sur la clôture. J'en ai un qui des raisons pour vendre. Ils ne voient pas qu'ils sont encore là, qui bénéficieraient d'un partenaire stratégique parce que à cause des subventions. Du côté des clients, on parlait beaucoup de l'économie à 2 vitesses. Il y en a qui sont partis par le haut puis d'autres par le bas. Là. Il y en a qui appellent ça l'économie en cas. On le voit vraiment. On parle que les multiples sont en hausse, beaucoup. Je parlais à des évaluateurs. Ça, c'est vrai dans le large cap. Puis ça va être vrai dans ceux qui ont des modèles d'affaires résilients. Parce que là, on a vu, on parle toujours de la probabilité du risque des revenus futurs, mais on a foutu le COVID que personne n'avait vu. Ceux qui continuent à faire de l'argent, ben tant mieux. Ça se vend relativement bien. Mais je dirais que dans PME, on n'a pas encore vu l'augmentation des revenus dans les transactions. C'est juste la certitude d'arriver à une transaction qui a augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a des banques qui sont très frileuses. Il y a énormément d'argent dans le marché, mais entre le directeur de compte et le crédit, la tolérance à l'imperfection dans un deal a diminué. On veut protéger, là, c'est un risque environnemental, c'est un risque de client. Il y a beaucoup plus de diligence au niveau du modèle d'affaires, au niveau des clients, au niveau des risques. Alors qu'avant, des dossiers passaient, on va arriver à faire le même 100% dans certains cas. Mais si le dossier, beaucoup moins de défauts. Pour nous, ce que ça change, à part les délais, les suivis et la gestion, c'est on vient d'un bon québécois scraper nos samedis. Ça paraît niaiseux, mais les entrepreneurs, acheteurs, vendeurs, souvent, on faisait des rencontres le soir. Ils ne veulent pas que leurs employés soient au courant. Ça, là, c'est rendu la fin de semaine. Alors, on en a de plus en plus. C'est la seule façon. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas avec le curfew à revenir à la maison pour 8 heures. Aussi simple que ça. On pouvait se rencontrer à partir de 6h30 une fois que tout était fermé, puis on roulait jusqu'à 9-10 heures le soir dans des bonnes discussions. Ça se fait plus. Ça, c'est des anecdotes drôles de comment notre vie change. Donc, le nombre d'heures, elle dit, je suis d'accord avec toi, est en croissance, il y a moins de vacances, puis il y a moins de fin de semaine là-dessus. Ce qu'on voit pour les entrepreneurs qui est triste, autant les cas actuels que les cas passés. Puis j'ai vu dans le Q&A, il y avait la question des balances de prix de vente. J'ai eu ça dans un service où la balance était sur earn-out. Alors, c'est ceux qui ont mangé une claque sur les balances de mars et juin. Et puis, notre vendeur avait 70 ans. Il refuse de comprendre qu'il y a eu un COVID puis un shutdown et tout ça. Il dit, ben, il devrait me payer ma balance pareil. Non, mais si tu avais été entrepreneur, non, il dit, moi, j'aurais mieux fait que les autres. Là. Moi, j'aurais géré ça différemment puis j'aurais eu des clients. C'est parce que ton industrie était pas mal shutdown. Tes clients étaient shutdown. Ouais, mais il dit, j'aurais pris la subvention des employeurs. On ne sait pas comment ça aurait été géré. Ils ont tout fait pour sauver le bateau, puis l'entreprise devrait revenir. Là. Mais impact sur les balances. On a d'autres que c'était des balances fixes avec des clients qui vont bien, puis ça continue, ça se paye. Mais le risque du vendeur, il l'a assumé dans ses earn-out à ce niveau-là. Ce que je vois dans les négociations actuelles, c'est que les vendeurs sont moins ouverts au earn-out. Ils vont demander plus des balances fermes, moins subjectives, parce qu'on voit qu'il y a une incertitude solide. Fait qu'on envisage une belle année, mais la façon de faire les deals a changé, autant dans les conditions, autant dans les valorisations que dans la façon de faire. On a une couple de questions, mais je laisse les mots finaux de clôture à Marc. Vos impressions ou n'importe quoi que vous voulez parler. En fait,
moi, je pense que quoi qu'il arrive dans notre quotidien, il faut d'une part s'adapter et être à l'affût. Quand il y a des portes qui se ferment, ben, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Puis, il ne faut pas se décourager, même si des fois c'est difficile. Il faut demeurer positif. Puis, même dans des cas où tu te dis ça finira jamais, je devrais abandonner ce dossier-là, on ne peut pas faire ça. À partir du moment où on a commencé avec un client puis qu'il y a un bon vouloir, on va toujours trouver une solution. Et souvent, le temps fait son œuvre. Donc, il n'y a pas de raison d'abandonner. Il faut être persévérant. Et en tant que COVID, les gens vont changer leur façon de fonctionner. On le voit tous, on le fait tous. Mais il faut être ouvert à changer. Puis le plus grand drame, c'est d'être fermé à s'adapter à notre nouvel environnement. En tant qu'entrepreneur, il faut que tu regardes. Puis c'est pas juste une question d'être visionnaire, là. C'est de prendre une pause et de se dire l'environnement change, comment je peux m'y adapter? C'est des bons mots. Moi aussi, parce qu'on travaille beaucoup de la maison, on dirait que l'ordinateur est toujours ouvert. On n'a pas de ligne. Il faut faire des lignes entre « OK, je travaille jusqu'à telle heure ». Peut-être, France, toi, vos heures sont plus extensives, mais c'est deux. On a deux questions. Un de M. Blain. Quels sont vos vécus sur les transactions récentes juste avant la COVID de mars qui avaient été finalisées et que des problèmes post-COVID sont arrivés? Est-ce que les balances de vente sont retenues? Est-ce que des réclamations sont possibles? Est-ce que les banques ont supporté ces nouvelles transactions? Est-ce que les anciens propriétaires sont collaboratifs? Who wants to take those? Ben moi, je pourrais, si vous voulez, parce que j'en ai vécu un comme ça, justement, en aérospatial. Ça dépend, à mon avis, de la force du vendeur. Donc, si le vendeur se sent sécure, puis qu'il peut se défendre versus ça, on peut réussir à le faire. Puis dans ce cas-là, on a défendu le LOI. On a dit non, on ne change pas le LOI. On a eu beaucoup, beaucoup de pression pour changer les termes, augmenter la balance de vente, réduire le prix. Et on a tenu notre coup. Et on a pris le temps que ça a pris. Fait que ça a causé des délais, mais on a tenu notre coup. Puis ce qui est intéressant, à tous les mois, on fermait le mois, puis on prouvait nos projections. Donc, si c'est une compagnie qui suit ses projections puis ses budgets, ça va bien. Par contre, si c'est l'inverse, où la compagnie descend, c'est un gros problème. Puis j'avais quelques clients qui... les banquiers veulent tous voir des projections maintenant, c'est clair. Puis je les comprends. Alors, j'ai eu des vendeurs qui n'ont pas voulu sortir les projections. Premièrement, parce qu'ils l'ignoraient. Puis deuxièmement, ils avaient peur de vraiment de montrer à quel point que c'était difficile. Donc, évidemment, chaque cas est différent, mais j'ai vécu un cas où on a tenu le coup, mais on a été capable, au fil des mois, de prouver qu'il n'y avait pas d'effet, on n'était pas affecté. France, il y avait une question de Feroz Austin, la Banque TD. Je pense que vous avez touché, mais j'aimerais lire pour tout le monde. France, avons-nous tiré des leçons de la dernière vague pandémique sur la dépendance des acheteurs aux sources traditionnelles de financement par emprunt senior pour conclure une transaction? Est-ce que tu crois que d'autres fournisseurs se présenteront-ils comme financiers alternatifs? Je ne sais pas si ça veut dire des fournisseurs ou est-ce que c'est... Non, dans les banquiers, je vais la prendre de la façon que je la comprends. Dans mon gros deal alimentaire, on avait un financier américain que personne n'avait jamais vu avant. Puis je sais qu'hier, au panel, Novacap parlait aussi que de plus en plus de financiers américains qui essaient de rentrer au Canada. Ils ont été absents dans la première vague. Tout le monde a été très conservateur, tout le monde a été très résilient. Maintenant, ce qu'on a en ce moment, on a de l'argent qui flotte dans le marché. Puis on a des entrepreneurs qui essaient de se protéger plus. Il y a des nouveaux fonds
mais il me semble de façon qualitative qu'on voit moins des petits fonds de start-up avec 25 entrepreneurs qui prêtent chacun 100 000 à un ingénieur MBA avec 4 ans d'expérience qui va acheter la compagnie de rêve, là. Ça a été la vague à un moment donné, il en pleuvait, là, on en recevait des diagnostics éducationnés, puis j'exagère, là. Il y avait beaucoup ce phénomène-là. Ça s'est estompé, c'était temporaire. Entrepreneurs stratégiques en business, il y a beaucoup de traditionnels et de sources alternatives là, qui cherchent des projets. Là. Il y a beaucoup plus de choix, mais les rendements ne sont pas à zéro. Là. Si on va dans l'alternatif, l'entrepreneur, il faut qu'il se décide à payer du 10, 12, 15. Ça, c'est pas tombé à du 4-5 là, si on est en deuxième rang. Cynthia, on a déjà eu la discussion dans le haut de la vague où tout le monde voulait devenir importateur de masques. Il n'y avait pas d'expérience, puis ils voulaient que tout le monde les finance 10-15 millions, puis prête-moi ça parce que j'ai un contact qui est à Santé Canada ou au Québec, puis qui va m'acheter ça, puis j'ai une plug en Chine. C'était un peu ridicule comme mode à un moment donné, là. Il n'y a pas grand monde qui a mordu sur ces modèles-là, je pense pas. Là. Non, pas nous, par exemple. Fait qu'ils contactaient beaucoup de sources alternatives. La question, si on parle d'un point de vue supply, il y a des petits joueurs niches qui apparaissent un peu partout. Là. Cynthia, tu peux nous en parler aussi. Là. Money is chasing good deals. Là. Yeah. Les bons deals ont un choix. Mais il y a de plus en plus de cas tristes et difficiles à financer. Marc, peut-être tu peux prendre la dernière question de M. Jérôme Robert. Outre les earn-out, voyez-vous d'autres changements dans les termes des deals ou des négos du fait de la COVID? Ben, c'est sûr et certain que bien que la première vague était pleine de nouveautés, la deuxième nous confirme que la COVID-19 ou 22 va peut-être faire partie d'un quotidien, malheureusement. Alors, les gens, ils marchent un peu sur des œufs, là. C'est sûr que... Puis les banquiers aussi, puis il faut les comprendre, là. Comme l'avenir est un peu incertain, bien, on voit certaines discussions sur les earn-out, sur les soldes de prix de vente. Puis je pense que ce qu'il faut penser, c'est de mettre des règles simples pour le paiement de ces sommes-là. Parce que souvent, ça rassure tout le monde. Ça rassure l'acheteur, ça rassure le banquier, ça fait moins plaisir aux vendeurs, mais c'est un mal nécessaire. Donc, il faut pas que ça soit complexe, puis il ne faut pas que ça soit l'outil pour s'obstiner ou s'en servir pour ne pas le payer. Il faut être bon joueur puis dire, OK, il y a un out, on comprend que ça devrait bien fonctionner parce que tu as posé des pierres pendant de nombreuses années puis tu veux en tirer profit. On n'est pas prêt à te le payer aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment l'avenir va être fait, mais on pose simplement, mais clairement, des jalons pour que ça soit fait. Autrement, je ne vois pas d'autres éléments là, qui vont se manifester. Là. Je peux passer la parole aux autres. Là. Merci, Marc. On est maintenant juste avant 9 heures. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je vais passer la fermeture à Bram. J'avais une question, Cynthia, que j'ai posée sur le chat. En tout cas, à vous tous, bref, on a toujours eu
On a toujours eu au Québec depuis longtemps apparemment 10 acheteurs pour chacun des vendeurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Numéro 2, est-ce que le crowdfunding, est-ce que vous voyez le crowdfunding comme mode de financement? Peut-être France? Oui, ben on a toujours 10 acheteurs pour un vendeur. Je dirais il y en a 7-8 qui c'est des individus qui vont dire que la compagnie n'est pas dans le bon code postal. Les barrières à l'entrée sont pas assez hautes. Puis que l'entrepreneur devrait laisser une plus grosse balance de prix de vente parce que l'acheteur est le fils qu'il n'a jamais eu. Alors, ces achats-là non qualifiés, ils sont toujours aussi marqués, c'est tellement typique. Sont toujours là. Dans les stratégiques, qui est vraiment le core, on a toujours encore 2-3 acheteurs par vendeur là, quand on part en égo sérieuse de ce côté-là. Donc, la demande du côté acheteur est là, surtout quand on a une belle compagnie au bon prix, parce que c'est toujours ça le défi, hein? C'est de rejoindre les acheteurs, c'est d'être au bon prix, qui est notre plus gros défi dans la vie par rapport aux qualités et défauts de l'entreprise. Dans le crowdfunding, moi, j'ai jamais eu de succès sur ça, dans le sens que les banquiers ne voient pas le skin of the game. Normalement, si quelqu'un n'a pas l'argent, n'a pas eu les compétences d'être entrepreneur et de faire de l'argent. Donc, on ne se rend pas très loin avec le crowdfunding, en tout cas, pas dans mon expérience. Andy? Just gonna unmute. Yeah, I agree with France. And juste pour dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand on a un bon vendeur, on s'en va dans notre réseau parce qu'on a un gros réseau d'acheteurs et un gros réseau de propriétaires qui pourraient être des vendeurs. Donc, souvent, avant même de commencer le processus, on parle à 5-6 stratégiques, puis souvent, on n'a même pas besoin d'aller trop loin dans la chose, dans des industries qu'on connaît bien. Donc, puis je suis d'accord avec les acheteurs financiers, j'appelle, et j'en ai beaucoup qui m'appellent de ces jours, des acheteurs financiers. Et j'essaie de les éduquer. Je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas attrayant aux vendeurs parce que vous n'amenez pas d'expérience. Les vendeurs veulent une bonne transition, puis quelqu'un qui comprend le marché, qui comprend les fournisseurs, qu'il y a des clients qui peuvent rentrer, que la transition peut bien se faire. Donc, ça m'arrive des fois des vendeurs qui veulent un acheteur financier parce qu'ils n'aiment pas leur compétiteur peut-être ou quoi que ce soit. Mais je leur dis carrément que attendez-vous à payer plus cher qu'un stratégique parce que vous amenez moins de valeur. Donc, c'est à peu près comme ça que je la positionne. All right. Any last words? Bon, alors... Ben, je dirais peut-être vite, moi, il m'est arrivé un cas cette semaine, un dossier en finale. L'SPA était prêt. On était en train de phraser une petite phrase. Mon acheteur est un Américain de grande envergure. Et j'espère que ce n'est pas une tendance de marché, mais le conseil d'administration de cette grande entreprise-là vient de suspendre toute activité d'M&A étant donné l'incertitude économique. Fait que, I'm just hoping que c'est pas mon vendeur, le fondamental était bon, mon acheteur, le fondamental est bon, mais le conseil d'administration vient de shut down. C'est le président qui m'a appelé hier pour dire we're so sorry at this stage of the game. On peut attendre à voir des réactions plus différentes. Ce ne sera pas uniforme comme année. Il faut passer au prochain, mais ce sera imprévisible, je veux dire, comme année. Yeah, France, that segues into another thing that's just, it's so current, is if the U.S. market really goes buy American, will some of our exporters see a decrease in sale? Like there's so much things that are happening all at one time. It's a wonder that we're able to get up in the morning sometimes. Another unknown. Another we don't have that answer. No, but at least we don't have... Dessus, ça, c'est le Buy American, c'est pour les contrats gouvernementaux. OK? Ouais. Il y a 600 milliards de contrats gouvernementaux qui vont sortir, que c'est Buy American. Les Canadiens sont exclus. Mais souvent, nos clients qui vendent aux US, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment c'est deuxième, troisième tiers en arrière. Fait que moi, la plupart de mes clients qui vendent aux US ne seront pas affectés par ça. Well, we just hope it doesn't turn into a culture that extends beyond what the law will be or what the regulations will be. Okay, I think I'm done. Okay, well, should we wrap? Wrap it up.
Merci à tout le monde. La qualité de nos présidents régionaux se démontre ce matin. Merci à vous tous. Merci à Andy qui anciennement était président régional du club West Island et Saint-Laurent. Et d'avoir pris le temps de nous informer de tous ces baromètres, si je peux dire, du marché. C'est fort intéressant et très important. Pour ce qui s'en vient, le beat continue. Ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Vous autres, vous avez fait, c'est nous démontrer, c'est le 55e webinaire du club depuis le mois d'avril. Et incluant des M&A Club Connect pour les membres. Tous les webinaires maintenant sont pour les membres seulement. Nous avons la politique maintenant d'avoir des invités pour une session, un webinaire seulement avant d'être membre. Et le Club Connect ou la table virtuelle, on fait ça tous les mois. Il y a aussi pour les membres le deal listing. Vous savez, ça sort tous les 2 semaines. Laurine envoie ça. La dernière était 40 pages. C'est incroyable, le genre de deals qui sont là, les gros deals, les petits deals. De toute façon, on a toujours positionné dans le mid-market, puis ça va bien. Le gala, les prix M&A va se faire, espérons, le 18 novembre. C'est réservé au Windsor. Les formulaires de nomination vont sortir au mois de mars. Et préparez-vous. J'attends que vous allez soumettre vos deals. Il ne faut pas être membre pour celui-là, pour les deals de 2020. Et nous avons une autre série qui va commencer au mois de février avec le BDC. C'est ce que moi j'appelle la série Entrepreneur. Alors, Entrepreneur Series. On a fait en 19 chez Blake's un lunch avec un des gagnants du gala d'une telle catégorie, le président de la société, le gagnant et 2 autres professionnels qui étaient impliqués dans la transaction. Alors, chacun a pris 10 minutes pour exposer leur rôle pour avoir closé la transaction. C'était fort intéressant et on va le répéter maintenant. On va commencer avec le BDC, puis on va choisir et on va donner l'opportunité de certains des gagnants galants de 2020 et 2019 de nous exposer leur stratégie, etc. Alors ça sera mensuellement, à part tous les autres webinaires qui sont planifiés. Alors, merci à tout le monde. Merci à nos présentateurs. Demain, il y a un nouveau, on n'a jamais traité les hypothèques mortgage, parce que pour moi, c'est comme des affaires personnelles. C'est trop axé aux consommateurs. Mais il y a une industrie de multiple trillions of dollars. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, il y a un nouveau digitization des hypothèques qui se fait, toute une nouvelle plateforme et un monsieur de Toronto va exposer cette industrie demain à 11h30 et j'attends que ce soit fort intéressant. Et la semaine prochaine, en tout cas, vous avez la liste des webinaires et ça continue. Merci à Cynthia pour avoir agi comme modératrice. Et à demain et à bientôt. Gardez-vous bien tout le monde. Merci.